je suis le pire psy possible pour aider les gens qui viennent me rencontrer à s'adapter au monde tel qu'il est. Parce qu'au fond, plus les années passent et plus je me sens inadapté. Okay. Et inadaptable. J'ai une question, alors elle fait plusieurs kilomètres de long, donc je vais essayer de réduire la voilure. Comme mes réponses sont aussi plusieurs kilomètres de long, c'est bon. Bon, écoute, je te la lis telle quelle et puis tu vois ce que tu as envie d'en faire, ok? Ouais. Plus j'avance en âge, en savoir et en expérience, déjà, plus je me rends compte que je sais pas grand-chose, mais plus je réalise la fragilité des concepts censés structurer notre existence d'humain parmi les humains. Et on voit de loin des mots très puissants qui semblent dire quelque chose de précis, délimité, et lorsqu'on zoome, les frontières autour des concepts deviennent floues. Ça marche pour tout, et notamment pour les étiquettes que nous explorons souvent ici, telles que la douance, la haute sensibilité, le TSA, etc., etc., mais également sur d'autres concepts que la socioculture considère comme solides, d'où ma question, d'après toi, peut-on vraiment distinguer l'inné et l'acquis? Parce que ces deux mots-là, ils sont plantés comme des espèces de trucs très délimités, et en fait, je me rends compte que c'est toujours un peu un mix, non? De toute façon, en plus, les biologistes ne parlent plus d'inné et d'acquis. Ok. Merci déjà, pour le rafraîchissement. Ce que veut pas dire que, enfin, il y a un changement de vocabulaire. Ça veut pas dire que d'un coup tout est éclairci. Hein. Mais il y a toute une réflexion aujourd'hui sur l'articulation entre génétique et épigénétique, et qui est d'autant plus complexe que, alors d'un côté, le débat est très souvent biaisé parce qu'évidemment, il y a tellement d'enjeux idéologiques. Et pas que idéologique. Parfois, c'est des enjeux de guerre de chapelle derrière. Enfin, bon, que déjà, ça biaise le débat. Et ensuite, parce que c'est très complexe, parce que finalement, la prise en compte de l'épigénétique est en train de transformer le regard qu'on porte sur la génétique. C'est-à-dire que la génétique a longtemps été conçue comme un programme figé, qui serait contenu dans l'ADN et que un certain nombre de molécules, l'ARN, enfin, etc., lirait le programme pour fabriquer des protéines, enfin, ou en tout cas faire tout un tas de choses. Et ce serait et finalement toute l'information serait contenue dans le programme. Voilà. Mais même ce concept de programme, il va pas de soi. Et ce dont on s'aperçoit de plus en plus, c'est que non seulement l'équilibre de l'organisme et son fonctionnement intègrent d'ailleurs des cellules ou des organismes qui n'ont pas le même ADN. Enfin, voilà, le microbiote par exemple. Enfin, bon, mais qu'en plus, dans ce qui va, qu'au fond, l'ADN, appelons ça un programme, appelons ça un code, mais il n'est pas simplement question de traduction univoque du code dans ce qu'est et que l'expression d'un gène, c'est un phénomène extrêmement complexe qui suppose aussi très souvent une interaction avec l'extérieur. Pour donner juste même un exemple, toutes les cellules de notre corps ont le même ADN. Et pour autant, elles vont se différencier en cellules osseuses, cellules sanguines, voilà, cellules de la peau. Et à l'échelle de la cellule, c'est épigénétique, c'est-à-dire que la cellule qui va devenir une cellule sanguine, elle n'a pas un ADN spécifique. Ce qui va la faire devenir telle cellule plutôt que telle autre, c'est son environnement cellulaire. Donc c'est son interaction avec l'environnement cellulaire qui va déterminer quels gènes vont être exprimés et comment la cellule va se spécialiser. Et ce qui est vrai à l'échelle de la cellule est vrai aussi à l'échelle de l'organe. Donc les biologistes ont de plus en plus à l'esprit que le gène ne code pas tant
pour tel organe développé exactement de telle façon, mais code pour que l'interaction de l'organe en développement avec tout un tas de stimuli extérieurs produise quelque chose dont la plasticité est encore assez considérable. Dans le développement de la chose, il y a aussi les interactions avec l'extérieur qui vont pas simplement fonctionner comme des activateurs ou des inhibiteurs, des interrupteurs qui feraient que du coup ça se développe ou ça se développe pas, mais si ça se développe exactement comme c'était censé se développer. Non, pas du tout. Ce sont des interactions qui vont conditionner aussi la manière dont l'organe va se développer. Et que dans ces interactions, dans ce qu'on appelle l'épigénétique, il y a plein de choses qui sont pas que physiologiques d'ailleurs. C'est-à-dire, oui, il y a par exemple l'alimentation de la mère pendant que le bébé est dans le ventre. Ok, est-ce que la mère a mangé beaucoup de carottes? Est-ce qu'elle a bu beaucoup d'alcool? Est-ce que, etc. Bon, mais pas que. Parce qu'évidemment que les échanges émotionnels qu'il y a eu entre la mère et l'enfant font partie de cette épigénétique. Et qu'en plus c'est pas comme si, et notamment s'agissant du cerveau, c'est pas comme si le développement du cerveau était achevé à la naissance. Pas du tout. Et que donc dans ce que le cerveau va continuer à développer et à structurer, il n'y a pas simplement la génétique qui va conditionner tel ou tel développement ou telle structuration. Il y a toutes les interactions de ce cerveau avec tout l'extérieur, c'est-à-dire tout le reste de l'organisme, mais aussi tous les stimuli. Donc c'est extrêmement difficile de tracer désormais une frontière claire. Et la plupart du temps, quand certains prétendent pouvoir prouver que tel trait de comportement ou tel trait pathologique est nettement génétique, etc., c'est aux limites de la forfaiture intellectuelle. Et ça sert surtout, grosso modo, aujourd'hui à cette guéguerre pour savoir qui va avoir les crédits de recherche, qui va avoir les postes à l'hôpital public, qui va avoir autorité pour traiter tel ou tel problème. Ok. Bah ça, ce qu'il y a de drôle, c'est que du coup, moi, dans mes questions, j'ai une progressivité et que tu viens de répondre aux 5 questions qui suivaient. Je te remercie. Je te remercie. Non, parce que du coup, moi, j'étais sur la génétique et l'épigénétique derrière. Je fais un petit crochet pour dire que j'étais tombé sur un podcast audio qui s'appelle In Utero, qui, je crois, a été hébergé par une radio type France Inter, mais je suis pas sûr que ce soit France Inter. Et c'était vraiment chouette. C'était justement le moment, on voyait le moment où la cellule est pas encore attribuée à une fonction ou à un endroit où et donc c'était visible pour les personnes. Alors évidemment c'est de l'audio, donc du coup on est un peu en immersion juste sonore, mais de voir la passion de la personne qui fait ça. La passion de la personne qui écoute ces expériences-là, parce qu'elle va avoir plusieurs spécialistes et ils sont pas spécialistes froids. On sent que il y a le gamin en eux qui jubile et tout, c'est super chouette. Donc bon voilà, juste In Utero, le podcast, plein de petites expériences vraiment très chouettes, dont celle-ci. En termes de transmission justement, parce que c'est le mot un petit peu qui guide un peu mes questions aujourd'hui pour toi. Je pense que la transmission, on peut aussi penser à la viralité, surtout que vu les dernières années qu'on a vécues. Est-ce que tu es familier du concept de mémétique, du coup? Oui, enfin familier. Qu'appelle-t-on familier? Est-ce que c'est quelque chose qui t'évoque? Est-ce que ça peut compléter le tableau avec la génétique, l'épigénétique et la mémétique? J'ai l'impression que ça ajoute quelque chose, ça précise l'image d'une certaine façon. Et puis comme on l'évoquait précédemment, en fait, toutes les fois où on va essayer de figer les choses et de leur donner un seul visage ou une seule cause ou une seule explication, de toute façon, on est toujours en train de se planter. Du coup, l'épigénétique, c'est avec grand plaisir que ça met un petit coup de frais dans notre certitude de savoir que c'est encodé de façon fixe, etc. Et là, la mémétique, c'est intéressant parce que ça s'adresse à autre chose de plus rapide, d'encore moins appréhendable d'une certaine façon.
Oui, bien sûr. Bah, disons, familier. Si en posant cette question, tu me demandes si je vais pouvoir avoir là-dessus un éclairage vraiment euh, un peu définitif, pas du tout. Euh, Non, c'est pas définitif. Est-ce que ce ça qui, t'a, est-ce que quand t'as croisé ce terme et tout ce qui s'y rapporte, est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou pas du tout? C'est plutôt ça. Oui, oui. Mais disons, c'est venu corroborer quelque chose qui était déjà présent dans ma réflexion, qui était le fait que la manière dont était discutée l'articulation entre génétique enfin inné et acquis, hein, qu'elle était complètement simpliste et très biaisée. Et que finalement, disons, il y a eu un phénomène de mode avec aussi ce que ça peut avoir de légitime, c'est-à-dire que il y a eu une époque dans les années 50, 40, 50, 60 où la psychanalyse occupait de telles positions de pouvoir en Europe ou aux États-Unis dans les institutions que la théorie psychanalytique était présentée comme l'alpha et l'oméga de la psyché et de tous les phénomènes psychiques, euh, avec des raccourcis totalement abusifs. Enfin, voilà, c'était une horreur. Qu'à un moment donné, un certain nombre de gens, soit par le biais de la psychiatrie, soit par le biais des sciences cognitives, soit par le biais de la neurobiologie ou de la génétique, s'émancipent de cet impérialisme catastrophique de la psychanalyse, heureusement. Après, comme d'habitude, ça a donné lieu à une vulgate et à des discours pas tellement moins abusifs. Parce que bon, c'est pas parce qu'on porte une blouse blanche et qu'on a un microscope pour faire des expériences que forcément ce qu'on est en train de défendre, c'est vrai. C'est étayé autrement et c'est important de comprendre ce qui était un discours. Enfin, l'épistémologie, c'est un truc décisif. Je dis pas du tout que toutes les croyances se valent. Hein. C'est pas une position relativiste, mais mais je note quand même l'imprudence épistémologique avec laquelle les discours avancent la plupart du temps, même dans les temples de la science, même quand ça vient des labos de recherche, et que donc quand des concepts nouveaux viennent pondérer, viennent complexifier le débat, en général, c'est plutôt rafraîchissant. J'ai envie de te poser plutôt quelque chose qui... Ça termine par une question, mais je crois que c'est pour la forme. Je voulais juste évoquer ça, parce que je trouve que la transmission, ça amène également à l'influence que nous avons les uns sur les autres. L'altérité altère, elle change les deux protagonistes d'une rencontre. Et sur cette chaîne, moi je prends soin d'inviter des personnes dont je ne crains pas d'être altéré par elles. C'est même parfois une jubilation de me sentir bouger, de me sentir m'effriter, m'ouvrir, parce que je suis en contact avec quelqu'un qui me fait apprécier la porosité. Et je crois que c'est ça mon problème avec le monde neurotypique, dans plein de situations, c'est que j'apprécie majoritairement pas du tout d'être altéré par lui. Comment ça résonne pour toi? Euh, comment ça résonne euh, Si je suis honnête, je suis le pire psy possible pour aider les gens qui viennent me rencontrer à s'adapter au monde tel qu'il est. Euh, Parce qu'au fond, plus les années passent, et plus je me sens inadapté Ok. et inadaptable. Euh, le type d'interaction dans lequel je me sens bien, dans lequel je ne suffoque pas, est effectivement rare. Bon. Ce qu'on peut voir sous l'angle de la pathologie, hein, ça me dérange pas. Une des personnes les plus proches de moi me dit régulièrement de toute façon tes conneries sur les surdoués, moi j'y crois pas, je pense que c'est juste que toi et moi on est beaucoup plus névrosés que la moyenne. En plus elle a raison, enfin à certains égards elle a raison, on peut aussi l'appréhender comme ça. Hein.
je suis assez bien sûr qu'une certaine manière d'être au monde et une certaine nécessité de brasser très activement certains questionnements, d'être très à l'écoute de ses émotions, de sa sensibilité, etc. C'est aussi développé en réaction à des blessures. Il y a un prisme dans lequel on peut réécrire cette histoire-là au travers de ce que l'histoire de tel individu a eu de névrotique ou traumatisant. Et ce prisme, il est pas faux. Il est incomplet, mais il est pas faux. Donc oui, je sais pas s'il faut appeler ça neurotypique, mais si la question c'est est-ce que je me frotte de plus en plus à cours dit normal du monde, non, j'ai mis du temps à réaliser parce que j'avais vraiment pas fait ça pour ça, enfin consciemment en tout cas. Mais effectivement, une des finalement d'avoir écrit des bouquins et de m'être fait connaître par le fait de travailler sur cette mal nommée question de la louance, ça a produit comme résultat le fait que j'ai été contacté finalement par des milliers de gens et qui n'étaient pas tout à fait typiques. Et ça tombe bien parce que c'était en effet ceux-là que j'avais envie de rencontrer. Donc, bon, j'ai pas fait ça consciemment pour ça, mais si mon inconscient m'a fait faire ça, je le salue bien bas parce que ça a été d'une efficacité redoutable. Super, merci. D'accord. Ça me permet ça me permet finalement de vivre dans un monde qui n'est pas confiné à 2 ou 3 interlocuteurs et qui en même temps échappe assez largement aux règles du jeu habituelles. Bon. Voilà. Bah chouette. Non, pour le dire encore d'une autre manière, la réunion de rentrée parents-prof de ma fille en classe de 5e, donc il y a 1 an et demi, j'en souffre encore. Enfin, les 2 heures que j'ai passées à cette réunion, c'est une marque indélébile. Entre non seulement l'ineptie totale, enfin ce moment où j'hésite entre l'envie de tuer tout le monde ou de me tuer moi, mais faut qu'il y ait du meurtre. Enfin, il faut qu'il se passe un truc. Non mais je peux te raconter. Enfin, c'est vraiment déjà. Je t'en prie. Bon, déjà de manière assez symptomatique, évidemment, j'arrive en retard. J'ai pas fait exprès, ou plutôt, enfin, j'ai pas fait exprès. J'y vais déjà tellement avec l'envie de me pendre que, évidemment, que j'arrive en retard. Enfin, je me suis pas dit, ouais, je vais arriver en retard, haha. J'arrive pas à être à l'heure, un truc pareil. Donc bon, j'arrive en retard. Et j'entre dans cette salle où, mais d'emblée, tiens, il y a une prof qui est sur l'estrade, à son bureau, et dans une posture tellement de prof, jubilant de sa posture de prof, devant des parents qui sont assis sur les sièges des élèves, et dont la plupart sont arrivés avec même avec une trousse, enfin avec des stylos, avec un cahier pour prendre des notes, et qui jubilent à se retrouver eux aussi en position d'élève. Enfin, le simulacre de les bons parents devant les bons profs, et tout le monde est là, et avec une espèce d'excitation palpable c'est la réunion parents-prof. Bon. Et donc, j'arrive en retard, mais j'essaie de me faire tout petit. Enfin, je fanfaronne pas d'être en retard. Mais évidemment, la prof me regarde d'un air, enfin. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 12 ans, quoi, d'être arrivé en retard en cours, et son air de désapprobation depuis l'estrade, enfin, son air d'autorité, vraiment. Bon. Et elle me dit, mais c'est dans le ton de la voix. Oui. Et vous êtes le père vous êtes le papa avec tellement cette désapprobation qui me donne évidemment envie de lui répondre. Je le fais pas, mais qui me donne envie de lui répondre. Mais qu'est-ce que tu fous en fait? On a le même âge. Enfin, c'est quoi le cinéma? Qui te permet de prendre ce ton-là? À quoi tu joues en fait? Évidemment, je lui réponds pas ça. Donc, mais
Mais je me retrouve à avoir finalement le même subterfuge que j'avais gamin, c'est-à-dire que je fais le clown au fond. En sachant ce qui va se passer, donc je lui donne le prénom de ma fille. Et puis il y a un petit ah oui, évidemment. Euh... Putain. Alors je sais plus quelle vanne je sors. Enfin, on dirait. Eh oui, haha. Voilà. Je mets mon nez rouge quoi. Et, et, euh, et la réunion se passe et donc ça discute que de choses totalement ineptes. Enfin, elle nous présente le contrat qu'elle va nous faire signer et qu'elle va faire signer aux élèves. Contrat, le contrat de vie de classe, qui est en fait l'ensemble des règles qu'elle a envie d'imposer, mais elle appelle ça contrat. Okay. Évidemment, moi j'ai envie de lui dire, mais de qui tu te fous? Enfin, si déjà la théorie contractualiste en général elle est contestable, mais enfin, à minima pour la mettre en œuvre, il faut une discussion préalable. Enfin, on est censé le rédiger ensemble le contrat. Enfin, là, dit que c'était consigne et qu'il n'y a pas le choix, mais nous demande pas de signer ça pour appeler ça contrat, pour dire vous avez signé le contrat. N'importe quoi en fait. Bon, mais bref. Mais tout ça dans le jargon à la con. Enfin, mais si on passe même ce moment-là, enfin, il y a ce moment de ça serait poétique si j'avais pas des telles envies meurtrières. Il y a ce moment où on est en train de discuter du poids des cartables, qui est un vrai problème pour le coup, parce que en effet, on se retrouve avec des gamins et des gamines de 12 ans qui ont des cartables qui pèsent le même poids qu'eux, et donc c'est un vrai problème de santé. Et donc le truc est soulevé. Est-ce que, voilà, notamment le vendredi, ils ont plein d'heures de cours et ils doivent apporter tous leurs classeurs et tous leurs manuels. Est-ce qu'on peut faire autrement? Alors déjà, évidemment, réponse longue de la prof qui dit mais oui, mais non, mais les manuels c'est très important parce qu'on peut pas travailler si on n'a pas l'outil de travail. Rien qu'à ça, j'ai envie de répondre mais de quoi tu parles, putain? Tous tes élèves ils somnolent pendant tes cours, toi-même tu somnoles, ça se voit. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais bon, ça, justement, je me tais. Mais à un moment quand même, je peux pas m'empêcher parce que ça faisait déjà un moment que la discussion tournait en rond, donc je peux pas m'empêcher de lever la main pour dire, mais dans la mesure où aujourd'hui il me semble que tous les manuels existent aussi en version PDF, et puis en plus il y a des casiers dans ce collège, donc est-ce qu'on peut pas imaginer que les manuels restent dans le collège et que à la maison ils travaillent sur la version PDF ou l'inverse? En classe, on travaille sur rétroprojecteur ou sur des photocopies et que le manuel reste à la maison. Enfin, vraiment, j'avais l'impression au bout d'un moment, je lève la main et je dis, mais on n'est plus tout à fait au XVIe siècle. Est-ce qu'on acte le fait ou pas? Ou on fait comme si on était au XVIe? Pas de problème. Hein. Qu'on le décide, quoi. Et en fait, là, c'est même pas la prof qui me concerne. C'est-à-dire que je dis ça. Et il y a un premier moment de, ah oui, oui. Et puis d'un coup, il y a un parent qui dit, non mais vraiment, d'un air, enfin vraiment, dit oui, mais en même temps, ça pose un autre problème parce que ça va augmenter le temps d'écran. Putain. Et en plus, tous les autres parents, ah oui, oui, ah oui, ah zut, ah oui, oui, on n'avait pas pensé à ça, bah bien sûr, oui, ça va augmenter le temps d'écran. Et il y en a un autre qui, oui, en plus, on sait très bien que sur un plan cognitif, c'est pas du tout la même chose de lire sur un écran et de lire sur un livre. J'ai envie de dire, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai envie de dire, mais connard, ton journal, tu le lis sur un écran, tu fais que lire sur des écrans toute la journée. Mais de quoi tu parles, crétin? Enfin, et en plus, le problème, c'est pas le temps d'écran en soi, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire sur l'écran. Enfin, mais rebranche tes neurones, fais quelque chose. Enfin, et en même temps, je suis seul à cet endroit-là parce que visiblement, tout le monde très satisfait, dit, ah oui, 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 c'est un vrai problème. Et du coup, par un subterfuge, je ne sais pas lequel, la proposition que je faisais est éludée et au bout de 5 minutes, on est de retour au problème initial. Comment on fait? Et donc, s'ensuit un quart d'heure dans lequel on réfléchit et on demande à tel prof si éventuellement une semaine sur deux, un élève sur deux pourrait amener le manuel parce que, et elle changerait son cours. Bon, tu vois, ça fait 1 an et demi que je me suis infligé ça. Je t'en parle, j'en ai encore des frissons. Voilà. Donc, est-ce que j'ai envie de me retrouver très fréquemment dans ces lieux-là? T'as ta réponse. Ouais. Je crois que plus les années passent, moins je les supporte. C'est éloquent, en effet. Et je peux pas m'empêcher de rebondir en parlant de la solitude que j'ai pu ressentir en réunion de copropriétaires. Ça, le fait d'être propriétaire, c'est vraiment très drôle. C'est Mm. le niveau le plus
Enfin, je sais pas. J'en ai pas connu beaucoup de. Pourtant, il y a eu beaucoup de choses hein, qui ont été vécues dans ce sens-là. Mais la réunion de copropriétaires, c'est vraiment, c'est culte en termes de Ouais. posture et de vide. Et d'enjeux de Donc, violence en plus. oui, tout à fait. Et puis euh, D'enjeux d'intérêts de pouvoir, d'enjeux divergents, de violence, enfin, ça réunit tout. d'intérêts divergents, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Mm. une communauté qui n'a pas décidé de vivre ensemble. C'est ça le Ouais. problème de départ. Mm. Donc on Ouais. est interdépendants, mais comme on se retrouve dans un train à aller au même endroit que d'autres gens, et ça peut devenir joyeux parce que plein de raisons, mais il y a aucune raison qui fait qu'on est dans le même wagon, si ce n'est que, enfin, tout le monde va se séparer à la gare pour aller là où il doit aller. Et donc il y a un moment un peu bizarre où on est tous ensemble et on ne sait pas pourquoi. Donc ça peut être Ouais, poétique, mais ça peut aussi être mais une le train, il torture. s'arrête, il a une gare, alors que la copropriété, c'est un train qui s'arrête pas. Ah, ça s'arrête jamais, et puis ça n'évolue Ah, putain. jamais d'une fois sur l'autre, c'est vraiment fou. Et un truc aussi auquel j'ai pensé, c'est, j'ai eu une expérience de salarié, merci, cette expérience est derrière moi, et j'avais assisté, non pas au fait que quelqu'un impose ses règles en disant c'est mes règles, j'ai assisté au simulacre le plus incroyable. Sur 2 jours, on a fait une formation, des gens sont venus. En fait, le projet auquel on devait aboutir était déjà écrit, mais ces personnes étaient payées pour qu'on fasse le chemin ensemble jusqu'à ce qu'ils avaient déjà décidé. Et j'étais le seul à comprendre, je crois. Il y a 2 jours où il fallait qu'on arrive au résultat qui était déjà écrit sur des papiers. Collectivement, tous les gens Ouais. salariés dans cet endroit devaient faire ce chemin-là et la personne était payée pour qu'on arrive à cet endroit-là et qu'on pense que c'était notre idée. C'était incroyable ça C'est aussi, de terrible. violence, mais de violence Mm. douce quoi, parce que en Mm. réalité il y a, alors je sais pas, je vais faire vieux con en disant ça, ou jeune con, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement. La violence elle est beaucoup plus pernicieuse à une époque où euh, euh, dans les entreprises en tout cas j'ai l'impression que il y a des connaissances qui sont utilisées pour faire de la violence douce, du soft power et tout. Euh, Avant, on avait un vrai con qui faisait des Oui, abus de pouvoir visibles, et maintenant c'est diffus. Et donc le oui, pire, c'est qu'on nous écoute, on va t'écouter, et mm. derrière, il y aura rien du tout. Oui, Bref. si on s'amusait à le genrer, ça, mais genrer au sens vraiment de ce que la culture a produit, hein. C'est finalement la version masculine de l'abus et la version féminine de l'abus. La version masculine, c'est en effet le dictateur, quoi, le connard qui juste parce que c'est ton chef et qui gueule et qui te fait bien comprendre que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Bon. Euh, et la version féminine, mais qui est pas moins terrifiante au fond, c'est cette manière de dire oui, je comprends ta souffrance. Et bien sûr que, mais il n'y a pas le choix. Il faut quand Hmm. même passer entre les fourches codines de l'institution. Mais oui, j'entends que c'est difficile. Et c'est terrible parce que c'est presque encore plus dur de s'en défendre. Parce qu'il y a en effet souvent une véritable empathie, enfin, qui est pas feinte. Il y a une vraie compréhension dont on a besoin. Mais finalement, le fond du message, il est le même. Ouais. Et c'est en effet terrifiant. Je regrette pas les époques antérieures. Hein. Je dis simplement que c'est pas moins pernicieux, en effet. Enfin, c'est plus pernicieux en quelque sorte. C'est pas moins violent en tout cas. Ouais, et puis C'est oui, une autre forme de violence. ça crée en fait, de toute façon, on peut le constater, là aussi c'est une généralité, mais on est de plus en plus déconnecté d'un dialogue avec la personne qui a réellement de quoi changer notre situation, la prendre en considération de manière à collaborer et faire quelque chose ensemble. En fait, en gros, on est de plus en plus avec des gens qui peuvent rien y faire. Euh, Oui, des oui, oui, oui. intermédiaires. Donc les têtes, enfin les personnes qui ont réellement de Cela quoi dit, prendre cela dit, ça quand même je tempérerais, c'est-à-dire que ouais. oui, il y a ce phénomène, ces phénomènes managériaux et puis cette bureaucratisation et tout un tas tout un tas de procédures informatiques qui font que effectivement très souvent on est face à un interlocuteur qui comprend très bien, mais et il aimerait bien nous aider, mais la case sur laquelle il faudrait cocher elle est grisée et il peut pas cliquer. Effectivement, il y a ça, oui,
cette dilution des responsabilités, etc., etc. C'est vrai, mais attention à pas tomber, pouvoir reconnaître l'originalité de ce qui se passe là, enfin, le caractère nouveau à ce degré-là, ne doit pas, à mon avis, nous faire tomber dans une nostalgie un peu oublieuse du fait que même si avant on était plus facilement en face d'un interlocuteur qui avait en effet le pouvoir de changer les choses, pour autant les freins à la communication étaient d'un autre registre, mais ils existaient aussi et peut-être d'autant plus, parce que les hiérarchies sociales étaient telles. Ben, rappelons par exemple qu'il y a une ou deux générations, quand on était une femme, par exemple, sa parole était discréditée en tant que femme. Enfin, donc oui, ok, le gars a le pouvoir de changer les choses, mais si parce que je suis une femme, de toute façon il m'écoute pas, ça change pas grand-chose. Et c'est pareil aussi quand on était d'une catégorie sociale, voilà, mésestimée. Enfin, quand on était ouvrier, se faire entendre n'était pas forcément plus simple. Voilà, donc c'est pas les mêmes phénomènes, c'est pas les mêmes freins. Ça vaut le coup d'examiner ce qui a changé, mais je me méfie beaucoup finalement et des discours de progrès et des discours de régression, parce qu'on a tendance à écraser tout ça sur un espace unidimensionnel, là où les dynamiques sociales sont plutôt multidimensionnelles et permettent pas si facilement de dire bon bah oui, globalement ça progresse ou globalement ça régresse. Ça bouge et c'est intéressant de regarder dans la finesse ceux qui bougent. Je te rejoins là-dessus. C'était le moment où je vide mon sac de façon un peu primaire, tu sais. et du coup, des fois, on en a besoin quand même. En plus, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais sur les espaces qui fonctionnent de façon typique. Bon, il y a effectivement ce truc qui a pu t'arriver de sentir que t'avais compris dès les 5 premières minutes et ils mettent 2 jours à te faire avaler la pilule, c'est insupportable. Mais au-delà de ça et au-delà des procédés de manipulation qui peuvent avoir lieu au sein des institutions, ce qui m'est, moi, je crois, le plus désagréable, au fond, et plus les années passent, moins j'arrive à jouer ce jeu-là, c'est d'observer que dans quasiment tous les espaces collectifs, et pas forcément dans les entreprises ou dans les administrations, enfin, espaces collectifs amicaux, espaces collectifs familiaux, la manière dont la plupart des gens vont sécuriser l'espace, c'est finalement en essayant d'attribuer le plus vite possible à chacun des rôles et des fonctions prédéfinis. On va essayer de très vite de pouvoir se présenter aux autres de telle manière que un peu comme si chaque chien pissait autour de son territoire. Voilà. Bonjour, moi je suis agrégé de philosophie. Donc quand il s'agira de faire des concepts, c'est moi qui les poserai autour de cette table. En revanche, je connais rien en jardinage, donc je ne parlerai pas s'il est question de jardinage. Bon, voilà. Et puis, en utilisant pour ça son métier, ses études, son genre, tous ces symboles tous ces signifiants auxquels l'individu, voilà, par lesquels il se construit, par lesquels il s'identifie. Et notamment, par exemple, à quel point, dans la plupart des espaces collectifs, par exemple, justement, l'opposition homme-femme structure l'espace. C'est impressionnant, comme même dans des milieux soi-disant féministes, à gauche, machin, etc. Malgré tout, la plupart des mecs prennent la parole en tant que mecs et les femmes prennent la parole en tant que femmes. Et ça organise quand même une logique de construction de camps assez nette. Mais dans la distribution spatiale, dans la circulation de la parole, et pareil pour toutes les identités sociales. Voilà, je fais tel métier. Et que justement, ce qui m'intéresse par exemple dans cette pratique de la psychanalyse, c'est que quand je rencontre quelqu'un et que je le rencontre chaque semaine ou 2 fois par semaine pendant des mois et des années, et qu'ensemble on apprend à partir en exploration sur qui il est et qu'est-ce que c'est que cette interaction qu'on est en train d'avoir finalement, qui on est là,
et qu'on parle aussi bien et qu'on a des émotions ensemble sur aussi bien des éléments de son histoire archaïque que ses convictions idéologiques actuelles, que son rapport ou pas à la foi, à l'athéisme, que sa relation à son corps, que ce qui le fait rêver, ce qui le fait souffrir, et que tout ça se déploie. En fait, plus ça se déploie, et plus la personne apparaît comme un kaléidoscope de plus en plus complexe. Et que ce qui fait sa singularité, c'est vraiment une somme indéfinie et qu'on maîtrisera jamais d'éléments toujours plus fins, toujours plus paradoxaux, et où le but n'est pas du tout évidemment de cartographier cette complexité, on n'y arrivera jamais, c'est plutôt d'en développer une forme de connaissance intuitive. Voilà, il y a un savoir de l'autre qui n'est plus un savoir discursif d'ailleurs, pas discursif au sens où il y aurait quelques étiquettes qui pourraient le résumer, au contraire. Les gens que je reçois comme ça pendant plusieurs années, je pourrais en parler des heures, mais je peux pas en parler 30 secondes. Totalement incapable. Et c'est aussi ça qui est très savoureux pour moi, parce que c'est comme ça que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Je m'en fous de son métier. Enfin, et même si son métier le passionne, je m'en fous. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est sa passion. C'est qu'est-ce qui le passionne là-dedans. Et si on tire sur ce fil, où ça va nous emmener, sachant que ça va nous emmener à des endroits où il faudrait des siècles pour tout parcourir. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en goûter quand même de ce qui est en train de se dire là, de bruisser là. Et cette modalité de rencontre, c'est une modalité particulière parce qu'elle permet tout un tas d'explorations, mais c'est une modalité qui, pour la plupart des gens, est très inquiétante. On voit bien que ils ont besoin, eux, de pouvoir caser la personne qui est en face d'eux pour au fond pouvoir baliser non seulement la discussion qui va avoir lieu, savoir au fond qu'est-ce qu'on va se dire, et aussi d'ailleurs baliser les enjeux de violence. C'est pas que la violence va être chassée, mais elle va être exercée selon des modalités qui sont déjà définies au fond. On va s'écrabouiller les uns les autres aux endroits où on est habitué à s'écrabouiller, et au moins on sait ce qui nous attend. J'ai envie de résumer ce que tu pointes. Est-ce que la formule est heureuse pour toi? En fait, tu pointes le coût de l'économie cognitive, d'une certaine façon. Ouais, ça me va. Ok. Je te rejoins là-dessus. Il y a plein de moments où ça fait saigner du nez cette histoire. J'ai envie de te demander, en faisant une respiration dans notre échange, voir toi qui étais entre deux eaux avant de débuter cet échange, comment tu te sens justement, puisqu'il y a peu d'échanges qui sont pas une torture pour toi. Comment ça va au niveau de la torture là? Non, ça va très bien. On poursuit? Non, mais peu d'échanges qui sont pas une torture. Non, enfin, puisque désormais je fuis tous ceux qui sont une torture. Non, en plus, vraiment, c'est pas du mépris. Hein. Je veux dire, je pense être très profondément humaniste. J'adore les gens. C'est vraiment, c'est ce que mes rares moments de misanthropie, c'est la misanthropie d'Alceste, le personnage du misanthrope, qui est profondément humaniste, qui juste déteste le fait d'avoir en face de lui des marionnettes qui indignes de la personne qu'il y a derrière. Ce qui me frustre plutôt, c'est le fait de sentir qu'il y aurait tellement de lieux où on pourrait se rencontrer, mais que tout est fait pour qu'on se rencontre pas. Ou qu'on se rencontre aux pires endroits possibles. Pour ça, le tête-à-tête est quand même quelque chose de magnifique, dans le sens où on peut... Moi, j'ai l'impression que c'est ça, presque, l'issue de secours. C'est le tête-à-tête, parce qu'il va presque annuler, ou en tout cas, on peut aller dans des espaces où ça atténue tous ces automatismes, en fait, sociaux, qui sont surtout présents en groupe, en fait. J'ai l'impression. Oui. Ce qui n'empêche pas d'essayer de concevoir des groupes qui fonctionnent différemment. Bien sûr. Tu vois, depuis quelques années, justement, puisque tu parles de transmission, je suis préoccupé depuis quelques années par la question de la transmission de la psychanalyse. Tout simplement parce qu'il y a des gens avec qui sont venus me voir pour faire une analyse et qui ensuite se sont installés comme psychanalystes ou sont en train de s'installer. Enfin, une question que je pouvais pas totalement éluder. Et
Et ce qui a fini par me venir comme une sorte d'évidence, c'est que l'espace peut-être le plus judicieux pour transmettre quelque chose de ça, c'est un plateau de théâtre. C'est justement de... Alors, je suis parti pour ça de cette évidence aussi dans mon parcours qu'un certain type d'écoute, je l'ai d'abord et avant tout développé dans ma pratique théâtrale, dans un certain type de pratique d'impro, d'être très en écoute sur son propre imaginaire, sur ses sensations, sur des mouvements infimes de l'autre, sur quelque chose, une inflexion de sa voix, qui nous embarque à des endroits. Enfin, quand on est à l'écoute de son imaginaire, on voit à quel point ça nous embarque à des endroits auxquels on s'attendait pas du tout. Mais aussi parce que utilisé d'une certaine manière, le plateau de théâtre peut être utilisé de plein de manières, compris de façon très catastrophique et très abusive. Mais utilisé d'une certaine manière, ça peut être un endroit où justement on va se rencontrer d'une façon très inhabituelle et beaucoup plus en ouverture que d'habitude. Et ça peut tisser des espaces collectifs qui ont vraiment une autre saveur que les espaces collectifs habituels. Bah, écoute, avec Gaëtan, justement, on fait du théâtre d'impro, alors peut-être plus dans la pratique un peu classique. Et je dois dire que je me suis dit ça. Un des moments où je me sens le plus en adéquation avec le monde normal, c'est quand je suis en train de faire une représentation de théâtre d'impro, parce que là, la caricature est jouissive et non pas subie. Donc du coup, on est en jubilation collective dans un endroit qui est, bah voilà, des fois c'est une salle de spectacle et des fois c'est un bar, etc. Donc c'est des endroits normaux entre guillemets, même s'y passe énormément de choses extraordinaires, plus ou moins extraordinaires. Et je crois que ouais, c'est le moment où je fais le plus partie du monde normal quand je suis en train d'improviser sur scène. Un truc très bizarre, mais j'ai cette impression-là. Du coup, je sais pas, ça va pas du tout là où tu disais, mais ça m'a Non, évoqué mais ça. j'entends. Ben, c'est peut-être un moment justement où en effet, y compris ceux qui regardent, s'ils trouvent ça jubilatoire, dans le rire qui se produit là, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre par rapport à d'habitude. Ouais, et puis se placer en tant qu'artiste, même si justement c'est une case, ben c'est une case qui permet aux gens d'être dans d'autres dispositions que le reste du temps, je crois. Il y a une réceptivité qui est différente et des autorisations qui sont différentes parce que en impro, on va souvent être outrancier, on va souvent être dans des personnages qui nous ressemblent pas du tout, aux antipodes de ce qu'on défendrait normalement. Moi, j'aime bien aller dans des personnages qui sont pas du tout mes valeurs de départ parce que justement, là aussi, c'est rigolo d'aller explorer, d'aller forer un peu ce qui sort, quoi, Bien de sûr. façon assez spontanée. Et du coup, bah c'est vraiment un espace particulièrement intéressant. Donc je vois l'intérêt que ça peut avoir aussi de transmettre par cet intermédiaire-là. Donc c'est quelque chose qui est en préparation, c'est ça? Est-ce que tu m'évoques? Non, non, enfin ça fait déjà un certain temps que toutes les semaines je C'est la transmission de la psychanalyse par le plateau de entre théâtre autres, que enfin tu plus souhaites montrer. exactement, c'est Ok. finalement dans la mesure où ce qui se passe dans le cabinet d'analyse a beaucoup à voir avec ce qui se passe sur un plateau. Finalement, c'est un endroit où on part en exploration sur ce que c'est que l'imaginaire. Au fond, qu'est-ce qui est en train de se passer là du côté de l'imaginaire des deux protagonistes? En apparence, on est dans un cabinet, bon, il y a un analyste et un analysant, mais en fait, euh, si, par exemple, une des manières, hein, mais une des manières dont j'écoute les gens qui me parlent, c'est de me dire, mais pour ça, il faut être dans un état qui est aux limites d'une transe légère. Hein, c'est de me dire, mais finalement, dans sa manière de me parler, cette personne, elle m'invite où? On est où là? Dans quel lieu? Et parfois, on est dans un salon du XVIIIe siècle,
façon de parler, dans l'invitation implicite qui est faite à tel type d'interlocution plutôt que tel autre, finalement, on est deux nobles du 18e. Parfois on est deux hommes, parfois on est deux femmes, parfois on est un homme et une femme. Qui est qui et parfois on est au contraire, je sais pas, moi, dans la façon même que cette personne a de s'asseoir et par son corps et par sa parole de susciter un espace imaginaire. C'est clair qu'on est plutôt dans une chambre d'étudiants, même de me demander tiens quel âge on a là dans cette discussion. On a l'âge qu'on a biologiquement là, ou en fait on est deux gamins de 8 ans en train de à ce moment-là, quel âge on a voilà, donc au fond, et aussi du coup, voilà, quand telle personne raconte tel souvenir ou qu'elle parle de telle chose de sa vie, qu'est-ce que ça suscite en moi comme image, comme émotion non pas que ça veut forcément dire que c'est ça que la personne signifiait, mais qu'en fait, au fond, c'est en me posant cette question que j'ai le plus de chances de m'approcher de ce qu'elle est en train d'émettre sans forcément avoir conscience qu'elle l'aimait. Et ça fait du cabinet de psychanalyse un lieu d'impro, au fond. Et donc la meilleure manière de travailler ce qui se passe dans le cabinet, ça n'empêche pas de lire et de discuter éventuellement théorie, mais finalement la meilleure manière, c'est d'aller se servir d'un plateau de théâtre pour éprouver, pour soulever très activement la question de qu'est-ce que c'est que cette drôle de bestiole, parce que plus ça va, plus d'ailleurs les neurobiologistes s'aperçoivent du fait que peut-être la caractéristique la plus fondamentale, en tout cas une des plus notables du fonctionnement cognitif humain, c'est précisément ce rôle incroyable et constant de l'imaginaire. On n'est jamais en train de simplement faire un truc ou dire un truc. Ça sollicite plein de choses du côté de l'imaginaire qui sont rarement aperçues consciemment. Parfois oui, parfois non. Et voilà, le plateau de théâtre, c'est un lieu où pétrir cette pâte. Super, bah ça donne de la curiosité me concernant.